Salut à tous. 230 pétroliers sont actuellement immobilisés dans le golfe Persique, pleinement chargés, moteur en marche, équipage en attente, et ils ne peuvent pas avancer d'un pouce parce que d'un côté, l'Iran a verrouillé la porte et que de l'autre, la marine des États-Unis vient littéralement de la souder. C'est pas une histoire de sanctions, c'est pas un avertissement diplomatique. C'est un blocus naval bien réel et en cours, la première fois que l'Amérique bloque physiquement les ports d'un autre pays depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. Et le monde commence à peine à comprendre ce que cela signifie réellement. La question que tout le monde pose, à savoir ce qui va arriver à ces 2000 navires, est en réalité la mauvaise question. La vraie question, c'est ce qui arrive au monde quand 20% de son approvisionnement énergétique s'éteint et si ce blocus marque le début d'un accord de paix ou le dernier geste avant quelque chose de catastrophique. Nous sommes le 13 avril 2026 à 10h, heure de l'Est. Un signal part du quartier général du commandement central des États-Unis à Tampa, en Floride. Simultanément, dans le nord de la mer d'Arabie, la mer Rouge et le golfe d'Oman, des navires de guerre américains commencent à se mettre en position. Des destroyers, des navires d'assaut amphibie, des avions de chasse, plus de 100 appareils de surveillance se déploient dans le ciel. Et la marine des États-Unis, la force maritime la plus puissante de l'histoire de la civilisation, annonce au monde entier. Personne d'entre nous ne sort d'un port iranien, ni aujourd'hui, ni demain, tant que nous ne l'aurons pas décidé. Apparemment, la façon préférée de gérer un point d'étranglement mondial, c'est de le raconter comme un grand retour en prime time. 41 minutes après cette échéance, un navire nommé Austria, immatriculé au Botswana, qui se dirige vers le détroit d'Ormuz, fait quelque chose de remarquable. Il fait demi-tour, comme ça. 1 minute, il file vers le détroit, la suivante, son transpondeur affiche une nouvelle destination. Il change de cap vers les Émirats Arabes Unis. Le capitaine regarde ce qui se trouve de l'autre côté de cette étroite voie maritime et prend une décision parfaitement rationnelle. Pendant ce temps, un autre pétrolier, le Rich Sorry, diffuse un seul mot au système de suivi maritime, drifting. Il s'immobilise au large de l'île de Keshmem, flottant simplement sur place, en attente, comme s'il n'arrivait pas à décider s'il devait avancer ou reculer, comme si tout le poids de l'ordre mondial appuyait sur sa coque. Et quelque part, dans le golfe Persique, 230 pétroliers pleinement chargés restent silencieux, transportant assez de brut pour alimenter l'Europe pendant des semaines, à attendre que quelqu'un scie. Voilà le monde tel qu'il se présente en ce moment. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter au 28 février 2026, parce que ce qui s'est produit cette nuit-là n'était pas censé arriver. Les États-Unis et Israël ont lancé une campagne militaire coordonnée contre l'Iran. Des frappes contre des installations nucléaires, des systèmes de défense aérienne, des infrastructures de commandement du corps des gardiens de la révolution islamique ou IRGC. Le genre d'opération qui avait été simulé pendant des décennies, débattu dans les cercles stratégiques, qui avait fait l'objet de fuites, de démentis, puis d'autres démentis encore. Et puis, soudainement, un mardi soir de la fin février, c'est arrivé. Quelques heures à peine après ces frappes, l'Iran a fait ce qu'il avait toujours promis de faire et ce que tous les analystes à Washington espéraient qu'il ne ferait jamais. Le corps des gardiens de la révolution islamique a transmis des avertissements par radio VHF à tous les navires dans le détroit d'Ormuz. Le message était simple, aucun navire ne serait autorisé à passer. Et contrairement à bien des menaces dans cette région, ils le pensaient vraiment, les données de suivi maritime ont immédiatement montré une baisse de 70% du trafic. Des pétroliers qui étaient déjà engagés dans le détroit se sont arrêtés, ont fait demi-tour, ou ont simplement jeté l'ancre en priant. Le détroit d'Ormuz, pour ceux qui ont besoin du repère géographique, mesure 20 et 1 000 à son point le plus étroit. C'est tout. 20 et 1 000 d'eau entre l'Iran et Oman, c'est par cette ouverture que transite environ 20% de l'ensemble de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié. Chaque jour, le pétrole saoudien, koweïtien, émirati, le gaz naturel liquéfié qatari,
le brut irakien, tout cela passe par ce minuscule goulot d'étranglement. Il n'existe aucun contournement, il n'existe aucun raccourci. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis disposent de quelques options limitées de pipeline terrestre, mais elles sont loin d'être suffisantes pour remplacer le détroit. Donc, quand l'Iran a effectivement fermé cette porte le 1er mars, le Brent, l'indice de référence international, a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis les jours les plus sombres de la crise financière de 2008. Il a traversé en flèche le seuil des $100 le baril, puis 110, et en moins de 2 semaines, il flirtait avec les 120. Des analystes qui avaient consacré leur carrière à étudier les marchés pétroliers utilisaient le mot catastrophique dans leurs notes de recherche, non pas de façon hypothétique, mais au présent catastrophique. Le fait dont presque personne ne parle dans la couverture médiatique dominante, et qui est pourtant le plus important, c'est que les États arabes du Golfe Persique, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, n'exportent pas seulement du pétrole par le détroit d'Ormuz, ils importent aussi leur nourriture par cette voie. Plus de 80% de l'apport calorique de l'ensemble du Conseil de coopération du Golfe transite par ce passage étroit. Cela veut dire du riz de l'Inde, du blé d'Ukraine et de Russie, de l'huile végétale, de la volaille, des produits laitiers, tout arrive par bateau, par le détroit. À la mi-mars, à peine 2 semaines après la fermeture imposée par l'Iran, 70% des importations alimentaires de la région étaient perturbées. 70%. Des détaillants comme Lulu Retail, qui est en quelque sorte le Walmart du Golfe, ont commencé à faire venir des marchandises par avion, à faire venir de la nourriture d'Asie par avion, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de l'acheminer. Quand le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, a déclaré cette semaine qu'un petit peu de douleur économique pendant quelques semaines en valait la peine, il parlait du prix de l'essence aux États-Unis. Il ne parlait pas d'une urgence d'approvisionnement alimentaire à Kuwait City. Il ne parlait pas des immeubles résidentiels de 40 étages à Dubaï où des ingénieurs continuent de travailler alors que leurs familles ont déjà quitté le pays. Il ne parlait pas des 220 000 ressortissants indiens qui ont été rapatriés du Golfe au cours des 6 dernières semaines. Le blocus n'est pas seulement une histoire militaire. C'est une crise humanitaire au ralenti et le temps s'accélère plus vite que la plupart des gens ne le réalisent. Il est toujours plus facile de parler d'un petit peu de douleur quand le tableur est à Washington et que les tablettes vides sont ailleurs. Le fonctionnement réel du blocus est fascinant et presque rien à voir avec ce que les gens imaginent. Quand Donald Trump a annoncé que la marine des États-Unis allait bloquer les ports iraniens, la plupart des gens ont imaginé une ligne de navires de guerre américains stationnés devant le détroit d'Ormuz pour arrêter chaque bateau. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. En fait, le commandement central des États-Unis, CENTCOM, a été très précis dans son langage. Le blocus couvre tous les navires qui entrent ou sortent des ports et des zones côtières iraniennes. Il ne bloque pas le détroit lui-même. La raison est simple. Bloquer une voie d'eau internationale est illégal en droit maritime. Le détroit d'Ormuz fait partie des détroits internationaux reconnus dans le monde, ce qui signifie que toutes les nations ont un droit de passage en transit en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Même les États-Unis qui n'ont jamais ratifié la Convention respectent ce principe dans la pratique parce qu'il sert la puissance navale américaine à l'échelle mondiale. Donc, techniquement, un navire sans lien avec l'Iran peut aujourd'hui traverser le détroit. Le blocus vise les cargaisons liées à l'Iran. Mais voici à la fois le génie et la terreur de l'approche américaine. Les États-Unis n'ont pas besoin de se tenir physiquement à l'entrée du détroit. Les forces américaines peuvent intercepter des navires presque partout dans les eaux internationales, à des milliers de milles de l'Iran. L'Institute for the Study of War l'a confirmé explicitement cette semaine. Le blocus américain des ports iraniens n'a pas de limite géographique définie et les États-Unis peuvent intercepter des navires presque partout dans les eaux internationales jusqu'à leur arrivée au port final. Plus tôt cette année, alors que Washington exerçait une pression sur le Venezuela, les forces américaines ont saisi un pétrolier vénézuélien dans l'océan Indien à des milliers de milles du Venezuela. Voilà le précédent. Voilà l'avertissement.
Un pétrolier sanctionné pourrait quitter Bandar Abbas discrètement, entrer dans le golfe d'Oman, naviguer tout feu éteint avec son transpondeur coupé et peut parcourir une certaine distance vers la Chine. Mais ensuite, il y a maintenant plus de 100 appareils américains de surveillance dans le ciel et 11 destroyers. Et le message du général Dan Kane, président de l'état-major interarmé, n'a rien de subtil. Faites demi-tour ou préparez-vous à être abordé. Si vous ne vous conformez pas, nous utiliserons la force. Ce n'est pas 1980. Rien ne dit mieux le calme stratégique qu'un avertissement livré avec la délicatesse d'un test de micro en rassemblement électoral. La technologie de suivi des navires a atteint un niveau qui défie l'imagination. Des entreprises comme Kepler utilisent des images satellites, les données des transpondeurs AIS, le radar à synthèse d'ouverture, et même les signatures thermiques des moteurs pour suivre des navires individuellement. Elles peuvent déterminer le tonnage exact de brut dans la coque d'un pétrolier. Elles ont suivi l'Ulpis, un pétrolier sanctionné de la flotte Fantôme, immatriculé aux Comores, qui traversait le détroit avec 31 000 tonnes de méthanol provenant du port iranien de Bushehr. Elles l'ont repéré en temps réel. La marine américaine l'avait presque certainement repéré avant elle. La flotte Fantôme est le secret sur lequel l'Iran s'appuie depuis des années. Et elle est sur le point d'être mise à l'épreuve comme jamais auparavant. L'Iran a passé des années à construire ce que les analystes du renseignement appellent une flotte fantôme, un réseau de vieux pétroliers immatriculés sous des pavillons de complaisance dans des endroits comme les Comores, le Gabon, les Palaos, le Cameroun, des États ayant une capacité minimale d'application des règles maritimes, qui transportent du pétrole iranien vers des acheteurs en Chine, en Inde et ailleurs, tout en échappant au radar des sanctions occidentales. Ces navires coupent leurs transpondeurs. Ils font des transferts de navire à navire en mer pour masquer l'origine de la cargaison. Ils falsifient les documents. Ils naviguent avec des structures de propriété fantômes qui rendent presque impossible de retracer la cargaison jusqu'à l'Iran. À son apogée, cette flotte fantôme transportait environ 1 million de barils de brut iraniens par jour, principalement vers la Chine. La Chine nie officiellement acheter du pétrole iranien sanctionné. Officieusement, ces raffineries en consomment depuis des années. L'économie iranienne, qui aurait dû s'effondrer sous le poids des sanctions américaines, a survécu en grande partie grâce à ce circuit. La Chine l'a maintenu en vie, délibérément, stratégiquement, et maintenant le blocus cherche à tuer ce circuit. Lorsqu'un pétrolier sanctionné par les États-Unis et lié à la Chine est sorti du détroit d'Ormuz mardi, un jour après le début du blocus, cela n'est pas devenu une crise. Mais les analystes du bureau Chine d'Eurasia Group ont émis un avertissement très précis cette semaine. Une interception américaine d'un navire chinois deviendrait probablement un incident majeur. La Chine fera en sorte de tenir tête aux États-Unis dans une situation de ce genre. Ces mots ne sont pas académiques. Ils marquent un compte à rebours. Parce que transformer une voie maritime en test de loyauté, c'est évidemment le genre de génie qui reste toujours bon marché, bien propre et parfaitement maîtrisé. C'est ici que la géopolitique devient presque d'une complexité impossible, et c'est précisément ce que la couverture médiatique dominante passe à côté. Le 14 avril, un jour après l'entrée en vigueur du blocus américain, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est descendu d'un avion à Pékin, tapis rouge, accueil complet. Le gouvernement chinois a déployé le genre de protocole diplomatique réservé au moment qui compte, et celui-ci comptait énormément. La Russie et la Chine condamnent officiellement le blocus. La Chine l'a qualifié de dangereux et d'irresponsable. La Russie a proposé une résolution de rechange au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ensemble, elles ont mis leur veto à une résolution du Conseil de sécurité qui aurait appelé à la liberté de navigation dans le détroit, une résolution pour laquelle 11 membres sur 15 avaient voté. La Russie et la Chine l'ont bloquée à elles seules. Elles comprennent quelque chose de fondamental. Cette guerre ne concerne pas seulement l'Iran, elle concerne toute l'architecture du droit international hérité de l'après-Seconde Guerre mondiale.
Et celui qui contrôle Hormuz contrôle le débat sur qui a le droit de décider du sens du droit international. Mais il existe une couche en dessous de cette couche, et c'est elle qui rend la situation véritablement stupéfiante dans sa complexité. La Russie en profite massivement, obscènement. Chaque baril de pétrole du Golfe qui ne peut pas atteindre la Chine ou l'Inde est un baril que la Russie peut vendre à la place. Au premier trimestre de 2026, 90% de l'ensemble des exportations russes de brut sont allées vers exactement 2 pays, la Chine et l'Inde. La guerre a été une manne pour Moscou d'une ampleur presque inconcevable. La Russie finance toute son économie de guerre en Ukraine et davantage encore sur le dos des souffrances iraniennes et de la perturbation du Golfe. Vladimir Poutine a condamné les actions américaines à l'ONU. Il a aussi regardé discrètement ses revenus pétroliers exploser. Et l'Inde, 3e importateur mondial de pétrole, un pays qui marche depuis des décennies sur une corde raide diplomatique entre Washington et Moscou, se retrouve maintenant prise exactement dans le feu croisé que sa politique étrangère cherchait précisément à éviter. Le Premier ministre Narendra Modi a obtenu au début de mars une dérogation d'urgence du Trésor américain, une autorisation de 30 jours pour acheter des cargaisons de pétrole russe immobilisées afin de stabiliser les prix intérieurs du carburant. Son gouvernement achète du pétrole iranien depuis des années par l'entremise de la flotte fantôme. Désormais, selon les analystes, l'Inde va se tourner vers la Russie, les États-Unis, l'Australie et d'autres fournisseurs parce que Modi est peu susceptible de franchir les lignes rouges tracées par Trump. Cette citation vient d'un analyste principal d'Eurasia Group. Elle raconte à elle seule toute la nouvelle géographie du pouvoir mondial. Ce que le blocus a réellement fait à l'économie iranienne devient brutal quand on regarde les chiffres. L'amiral Brad Cooper du commandement central des États-Unis l'a dit sans détour. On estime que 90% de l'économie iranienne dépend du commerce international par voie maritime. En moins de 36 heures après la mise en place du blocus, les forces américaines ont complètement interrompu tous les échanges économiques entrant et sortant de l'Iran par mer. 90% en 36 heures. Voilà ce que cela signifie pour un pays de 90 millions d'habitants, un pays déjà brisé par des décennies de sanctions. C'est aussi un pays qui connaissait déjà des manifestations massives en janvier 2026, des manifestations que le gouvernement a écrasées avec un bilan que les groupes de défense des droits disent avoir atteint des milliers de morts. C'est un pays où, pour l'année 2025 seulement, au moins 1639 personnes ont été exécutées, le plus haut nombre depuis 1989, soit une moyenne de 4 à 5 exécutions par jour. C'est le régime qui voit maintenant son apport en oxygène économique coupé en temps réel. La position du régime est à la fois désespérée et défiance. L'IRGC a publiquement juré de riposter. Sa déclaration de cette semaine affirmait que tout navire militaire s'approchant du détroit serait considéré comme une violation du cessez-le-feu et ferait face à une réponse sévère. Mais le point central demeure, selon plusieurs déclarations militaires américaines, la marine iranienne n'existe plus comme force de combat significative. Trump lui-même a écrit cette semaine « La marine iranienne repose au fond de la mer, complètement anéantie, 158 navires ». Il a ajouté que le petit nombre de vedettes rapides d'attaque de l'IRGC avait été épargné seulement parce qu'elle n'était pas considérée comme une menace sérieuse. Et c'est alors qu'est venu l'avertissement qui a glacé les milieux d'analyse navale partout dans le monde. Dans l'univers de Trump, il suffit qu'un chiffre soit lancé assez fort pour qu'il commence à se faire passer pour de la doctrine maritime. Si l'un de ces navires s'approche de notre blocus, il sera immédiatement éliminé en utilisant le même système de mise à mort que celui que nous utilisons contre les trafiquants de drogue en bateau en mer. Cette formule, le même système de mise à mort, n'est pas du langage diplomatique. C'est une déclaration. Et l'IRGC le sait. Un fait sur le détroit d'Ormuz que presque personne dans les médias grand public ne mentionne, c'est qu'il ne s'agit pas d'un seul chenal. Il existe une voie vers le nord et une voie vers le sud, chacune d'environ 2000 de large, séparées par une zone médiane. Ces voies existent parce que la communauté maritime internationale en a convenu il y a des décennies. Elles existent parce que sans elles, le volume de trafic serait tout simplement trop dense pour être géré en sécurité.
Lors d'une journée normale avant le 28 février, environ 20 pétroliers chargés empruntaient ces voies toutes les 24 heures, en plus de dizaines d'autres navires, porte-conteneurs, vraquiers, méthaniers, transporteurs d'automobiles, chimiquiers. Le détroit, c'est pas seulement du pétrole, c'est tout. Ce qui a rendu la situation encore plus complexe avant même le début du blocus, c'est que, après avoir pris le contrôle du détroit au début de mars, l'Iran ne l'a pas simplement fermé à tout le monde. Il a établi son propre chenal de navigation au nord de l'île de l'Arak, plutôt que le chenal principal au sud de l'île, et il a imposé des péages. Un navire aurait payé 2 millions de dollars pour utiliser le chenal iranien. 2 millions de dollars pour un seul transit sur un seul étroit passage d'eau. Trump a qualifié cela d'extorsion. Et d'un point de vue strictement juridique, il n'a pas tort. Aucun pays n'a le droit légal d'imposer des péages dans un détroit international au regard du droit de la mer. Mais l'Iran ne s'intéressait pas au droit de la mer. L'Iran s'intéressait à des revenus de survie et a démontré à la Chine, à l'Inde et à l'ensemble du Sud global qu'il conservait un levier. Ce levier est maintenant mis à l'épreuve face à la marine la plus puissante jamais rassemblée. Quand chaque différend est réduit à un slogan, même le droit maritime finit par ressembler à un produit dérivé de campagne, la dimension humaine de cette histoire est quelque chose que les données de suivi satellitaire et les graphiques du prix du pétrole ne peuvent pas saisir. En ce moment même, quelque part dans le golfe Persique, il y a des marins philippins, indiens, indonésiens, grecs, ukrainiens, assis sur des navires immobilisés depuis des semaines. Certains de ces équipages sont en mer depuis avant le début de la guerre. En février, ils se trouvent à bord de navires transportant du brut valant des centaines de millions de dollars. Ils ne peuvent pas décharger leur cargaison. Ils ne peuvent pas quitter la région. Leur pays d'origine négocie leur évacuation par des voies diplomatiques discrètes. Certaines compagnies maritimes ont commencé à verser des primes de danger. Les primes d'assurance pour les navires, se trouvant n'importe où près du détroit, ont grimpé à des niveaux qui rendent l'ensemble du commerce économiquement non viable pour de nombreux opérateurs. 6 grands navires de croisière se sont retrouvés immobilisés dans le golfe Persique au début de la crise. L'Arouya, un navire de croisière saoudien transportant des milliers de passagers, faisait partie du groupe. 15 000 passagers répartis sur au moins 6 navires sont restés en mer pendant des jours, pendant que les opérateurs cherchaient désespérément des itinéraires de rechange ou des ports prêts à les accueillir. Le golfe Persique, qui était devenu ces dernières années une destination de croisière en plein essor, est soudainement devenu une étendue d'eau que les compagnies de croisière fuyaient aussi vite que leurs moteurs le permettaient. Et à Dubaï, la ville qui a passé 20 ans à se présenter comme la métropole la plus stable, la plus glamour et la plus branchée sur le monde du monde islamique, quelque chose de remarquable et de déchirant se produisait en même temps. Les ingénieurs continuaient de travailler, les grues de chantier continuaient de tourner, mais les résidents étrangers de cette population expatriée, qui représente environ 90% de la main-d'œuvre de Dubaï, faisaient leurs calculs en silence. Les vols de sortie affichaient complets. La question parmi les classes professionnelles aux Émirats Arabes Unis n'était plus « est-ce que c'est sérieux ?» C'était « combien de temps puis-je rester avant de devoir partir ?» Ce qui arrive ensuite est l'endroit où l'analyse devient véritablement importante. Il existe 3 trajectoires possibles à partir de la situation actuelle et chacune mène à un monde radicalement différent. La première, c'est un accord. Les États-Unis et l'Iran parviennent à une entente, probablement dans les 2 à 3 prochaines semaines, avant que les dégâts économiques ne deviennent véritablement irréversibles. Les conditions impliqueraient presque certainement que l'Iran accepte d'abandonner, ou du moins de restreindre sévèrement son programme nucléaire. En échange, les États-Unis lèvent le blocus, assouplissent les sanctions, et l'Iran rouvre graduellement le détroit au trafic commercial normal. Les 230 pétroliers coincés dans le Golfe se remettent enfin en mouvement. Les prix du pétrole redescendent de 104 $ vers 70 ou 80. Le monde respire. Est-ce probable? Peut être. Trump a confirmé cette semaine que l'Iran a appelé la Maison-Blanche et veut conclure un accord, très rapidement. Son équipe discute d'une deuxième rencontre en personne. Les médiateurs pakistanais, qui ont accueilli les négociations avortées d'Islamabad la fin de semaine dernière, se disent
prudemment optimiste. L'architecture d'un accord existe. La question, c'est de savoir si l'un ou l'autre camp peut accepter les conditions sans s'effondrer politiquement à l'interne. L'argument de vente, comme d'habitude, c'est que la pression maximale finirait miraculeusement emballée comme une paix rapide. Le point de blocage est existentiel. La condition de Trump est que l'Iran accepte de ne jamais développer d'armes nucléaires, non pas de suspendre l'enrichissement, non pas de se soumettre à des inspections, mais de renoncer de façon permanente et vérifiable à toute capacité nucléaire. Pour les dirigeants suprêmes iraniens, cette condition n'est pas une position de négociation, c'est une reddition existentielle. Cela signifie admettre que 30 ans de sacrifices, les sanctions, les assassinats de scientifiques du nucléaire, les guerres par procuration n'ont servi à rien. C'est une chose très difficile à vendre à un public intérieur, même à un public qui souffre. La deuxième trajectoire est un bras de fer prolongé. Le blocus se poursuit pendant des semaines ou des mois. L'économie iranienne se détériore, mais ne s'effondre pas, parce que la Chine continue discrètement d'absorber un certain volume de pétrole iranien par la flotte fantôme, parce que la Russie fournit une couverture politique, et parce que l'IRGC trouve des moyens d'extraire juste assez de revenus pour maintenir le régime en état de fonctionner. Le coût humanitaire à l'intérieur de l'Iran augmente de façon dramatique. Les prix mondiaux de l'énergie demeurent élevés, l'Europe et l'Asie paient un coût économique énorme. Et graduellement, la pression internationale venant de la France, de la Grande-Bretagne, de la Chine, du Sud global, pousse Washington vers une forme de sortie négociée qui n'est ni tout à fait une victoire ni tout à fait une défaite. Ce scénario est mauvais pour presque tout le monde, y compris pour les États-Unis. Le cadrage de Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis, sur le petit peu de douleur économique commence déjà à paraître fragile, alors que les consommateurs américains font face à de l'essence à plus de 4 $ le gallon et à des prix alimentaires qui montent parce que les coûts de l'énergie traversent toute la chaîne d'approvisionnement agricole. Dans cette manière de faire de la politique, l'inflation est toujours temporaire jusqu'au moment où les électeurs lisent la facture. Un long blocus est politiquement difficile à soutenir à l'intérieur du pays. Et la coalition républicaine qui a porté Trump au pouvoir n'est pas uniformément belliciste. Au Congrès et dans le milieu des affaires, certaines voix commenceront à poser des questions embarrassantes si cela s'étire jusqu'à l'été. Ce scénario est le cauchemar et il n'est pas impossible. Le fait géopolitique secret que presque personne ne rapporte, c'est que ce blocus constitue le premier vrai test pour savoir si les États-Unis peuvent encore projeter une puissance militaire unilatérale malgré l'opposition explicite de la Chine et de la Russie simultanément, sans provoquer une fracture mondiale. Depuis 3 décennies, la domination militaire américaine était si écrasante qu'elle n'était essentiellement pas contestée. Quand la marine américaine opérait dans le golfe Persique, tout le monde s'écartait à peu près. Cette époque peut être en train de se terminer et ce blocus en est le test de résistance. Jusqu'ici, la réponse chinoise est restée verbale. De fortes condamnations, un veto au Conseil de sécurité, Wang Yi au téléphone avec Téhéran pour exprimer sa solidarité. Mais la Chine n'a pas envoyé de navire. Elle n'a pas physiquement contesté le blocus. Et il y a une raison à cela. Les planificateurs militaires chinois comprennent que dans le détroit d'Ormuz en avril 2026, les États-Unis disposent de 6 navires de guerre et de plus de 100 aéronefs. La Chine possède une marine de haute mer en croissance, mais toujours pas pleinement déployable à l'échelle mondiale. Une confrontation physique ne se terminerait pas bien pour Pékin. Donc, la Chine joue une partie plus longue. Elle observe, elle documente, elle construit dans le Sud global l'argument selon lequel le comportement américain à Ormuz constitue la preuve que la domination américaine n'est pas digne de confiance. Cet argument trouve déjà un écho. L'Inde, officiellement non alignée, mais dans les faits inclinée vers l'Ouest, est mal à l'aise. Le Pakistan, qui a accueilli les pourparlers de paix et s'est positionné comme médiateur neutre, voit son influence régionale augmenter en temps réel. Des pays partout dans le sud global qui dépendent du pétrole du Golfe et des transferts d'argent du Golfe sont furieux en silence. Ils ne sont pas dans la pièce où l'accord se négocie. Leurs économies saignent à cause d'un affrontement bilatéral sur lequel ils n'ont jamais eu leur mot à dire.
Les navires ne sont pas seulement un problème logistique, ils sont un symbole. 2000 navires. Et certaines sources avancent un nombre encore plus élevé. Des pétroliers, des vraquiers, des porte-conteneurs, des chimiquiers, immobilisés dans des ports qu'ils ne peuvent pas quitter, ancrés dans des eaux qu'ils ne peuvent pas traverser, dérivant au large de côte dans l'attente d'un signal qui n'est toujours pas venu. Chacun de ces navires est une chaîne d'approvisionnement. Chaque chaîne d'approvisionnement représente quelque part une usine, quelque part un hôpital, quelque part une épicerie qui attend une livraison qui n'arrive pas à temps. Les sociétés de suivi maritime peuvent les compter, mais elles ne peuvent pas transmettre le coût humain en aval. La cargaison qui devait transiter cette semaine par le détroit, les céréales, le pétrole, les produits chimiques, les biens manufacturés, n'est pas simplement immobile. Une partie commence déjà à se gâter, certains contrats sont annulés, certains fabricants renvoient des travailleurs à la maison parce que les matières premières ne sont pas arrivées. Certains hôpitaux en Asie du Sud rationnent des médicaments qui étaient fabriqués dans des installations du Golfe, utilisant des produits pétrochimiques qui ne peuvent plus être expédiés. Le monde n'est pas une machine qu'on peut mettre sur pause puis redémarrer sans coup. Chaque jour où ce blocus se poursuit, les dégâts s'accumulent. Et les dégâts ne sont pas répartis également. Il frappe le plus durement ceux qui ont eu le moins à voir avec le déclenchement de ce conflit. Avant que le portrait final ne se précise, il y a un chiffre qui devrait redresser chaque téléspectateur sur son siège. Le Financial Times a rapporté cette semaine quelque chose d'extraordinaire qui est presque passé inaperçu dans le vacarme. Une enquête du Financial Times a révélé que 580 millions de dollars de paris sur une baisse des prix du pétrole ont été placés sur le marché boursier à peine 15 minutes avant que Donald Trump publie sa déclaration reportant attaque contre l'Iran au profit de pourparlers. Le 23 mars, 580 millions de dollars en 15 minutes, placés avant une annonce publique qui a fait bouger de façon importante les prix du pétrole. L'enquête est toujours en cours. C'est quand même fascinant de voir à quel point ceux qui prêchent la force semblent si souvent entourés de traders au sens du timing prodigieux. Donc si la question est de savoir si des événements géopolitiques de cette ampleur sont réellement imprévisibles, ou s'il existe des acteurs qui disposent d'informations à l'avance et mises dessus, ce chiffre suggère que la question mérite d'être posée. La crise du détroit d'Ormuz n'est pas seulement une histoire de navires, de bombes et de diplomatie. C'est une histoire sur ceux qui profitent de l'instabilité. Et la réponse à cette question, ce n'est jamais les marins qui dorment dans des couchettes sur des pétroliers ancrés. Ce n'est jamais les travailleurs indiens dans des vols de rapatriement. Ce n'est jamais la famille à Kuwait City qui fait la file pour du riz rationné. Voici où en sont les choses au 17 avril 2026, 4e jour du blocus. La marine américaine affirme qu'il est pleinement en place. Pleinement en place signifie qu'en 36 heures, 90% du commerce maritime iranien ont été interrompus. Les navires qui ont tenté de passer ont été refoulés, au moins 13 cas confirmés jusqu'ici. Une poignée de navires sanctionnés de la flotte fantôme ont réussi à sortir dans les premières heures de confusion, mais ce sont des exceptions. Le blocus est réel. Il est appliqué et il fonctionne dans le sens technique le plus étroit. L'économie iranienne, déjà sous une pression catastrophique, fait face à une coupure d'oxygène. Le régime est défiant en public. En privé, selon des sources citées par CNN, il a appelé Washington lundi matin et veut parler. Cet appel téléphonique est l'information la plus importante de toute cette histoire. Il montre que derrière toute la rhétorique de l'IRGC et les promesses de représailles, il y a un régime qui fait ses calculs, et que ces calculs ne lui sont pas favorables. Tonnerre en public, appel privé, la chorégraphie familière de la fermeté pour les caméras et de l'arithmétique derrière les portes closes. Les négociations, si elles ont lieu, seront brutales. L'exigence iranienne de respect de sa souveraineté et de ses droits légitimes comme État riverain, cette formule vient directement du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, qui l'a dite publiquement face à l'exigence de Trump d'une renonciation nucléaire permanente. Ces positions ne sont pas naturellement compatibles, mais il y a maintenant une situation où 90% de l'économie sont gelées et où la marine repose au fond de la mer.
La France et la Grande-Bretagne organisent une conférence multinationale pour discuter du rétablissement de la liberté de navigation. Emmanuel Macron a parlé d'une mission multinationale pacifique. Keir Starmer a confirmé la participation du Royaume-Uni tout en refusant explicitement de se joindre au blocus américain. Ce ne sont pas seulement des gestes diplomatiques, c'est la construction d'un cadre alternatif, une façon de sortir de cette crise qui n'exige pas que l'un ou l'autre camp capitule complètement, mais qui enveloppe plutôt la résolution dans une légitimité multilatérale. Ce cadre peut être la seule voie de sortie qui puisse réellement fonctionner. C'est habituellement le moment gênant où la version force pour la télévision se heurte à la tâche plate, mais essentiel de mettre fin à la crise pour vrai, parce que la seule chose que Trump et les dirigeants iraniens partagent, c'est un besoin politique intérieur de revendiquer la victoire. Un accord bilatéral qui ressemble à une reddition iranienne se heurterait à la résistance de l'IRGC. Une résolution multilatérale qui présente la réouverture du détroit comme une victoire pour la liberté de navigation et le droit international donne à chacun quelque chose à brandir. Que cela soit suffisant ou non, que la diplomatie avance assez vite ou non, qu'un seul mauvais calcul en mer déclenche ou non quelque chose de catastrophique avant que les négociations puissent produire un résultat, voilà la question à laquelle le monde attend de répondre en retenant son souffle. Le détroit d'Ormuz mesure 20 et 1 mille de large. C'est plus petit que bien des villes. Dans ces eaux, en ce moment, des navires dérivent, des marins attendent, des destroyers patrouillent. Des drones de surveillance tournent au-dessus, des caméras satellitaires observent, et 230 pétroliers pleinement chargés sont immobilisés dans le golfe Persique, derrière lui, transportant assez d'énergie pour faire fonctionner le monde moderne pendant des semaines, sans aller nulle part. Le blocus n'est pas seulement un chapitre d'une future histoire de la guerre Iran, États-Unis de 2026. C'est le point charnière, le moment où un ensemble de choix mène à un accord qui redessine le Moyen-Orient pour les 20 prochaines années, et un autre ensemble de choix mène ailleurs, vers quelque chose qu'aucune analyse ne peut complètement cartographier. Parce que quand les 20% de l'approvisionnement énergétique mondial, les intérêts concurrents de toutes les grandes puissances de la planète, le calcul de survie désespéré d'un régime acculé, la douleur économique brute de centaines de millions de civils et 16 navires de guerre américains se retrouvent tous concentrés dans le point d'étranglement le plus critique du monde. L'issue n'est plus prévisible. Le slogan est toujours simple, les conséquences, comme d'habitude, arrivent avec des factures, des primes d'assurance et des pétroliers immobilisés. Ce qui arrivera aux 2000 navires dépend de ce qui se passera dans les prochains jours dans des pièces où aucune caméra n'entrera jamais. Cela dépend de savoir si un appel devient une rencontre, si une rencontre devient un cadre, si ce cadre survit aux durs de chaque camp, qui ont tout à perdre d'une paix. Et cela dépend de savoir si, quelque part dans cette étroite bande d'eau entre l'Iran et Oman, les prochaines 24 heures passeront sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Les navires attendent, le monde regarde, et l'horloge tourne. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.